Faire le geste sans avoir l'intention derrière, c'est vide de sens et ça peut être dangereux. L'étiquette, c'est hypocrite, c'est snob, c'est superficiel, artificiel, c'est arrogant, c'est obsolète, c'est oppressant, c'est patriarcal. L'étiquette, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent nos comportements en tant qu'être humain. Ce sont ces règles qui vont de « je dis bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît » à « je ne dois pas dire bon appétit ». Les règles d'étiquette vont être plus ou moins similaires en fonction des cultures. Et beaucoup peuvent avoir une opinion péjorative de ce qu'est l'étiquette aujourd'hui. Elles vont avoir la perception que l'étiquette, c'est un outil qui est utilisé pour renforcer les inégalités. Si c'est le cas pour vous, j'aimerais vous inviter à découvrir d'autres perceptions, d'autres angles. Et à l'occasion du Nouvel An chinois, je vous invite à découvrir le Liji. Compilé il y a plus de 2200 ans, le Liji est un manuel de sagesse chinois qui enseigne les gestes de politesse. Et ces gestes de politesse, selon le Liji, sont une manière de s'harmoniser, nous les individus, avec l'univers. Le point commun qu'aura le Liji avec l'étiquette de la cour royale, qui sera sortie peut-être 1800 ou 1900 ans après le Liji, à la cour du roi Soleil, le roi Louis XIV, c'est cette volonté de vouloir se démarquer du règne animal. Norbert Elias explique comment, à la cour du roi Louis XIV, l'étiquette est un outil qui est utilisé pour transformer des guerriers brutaux en gentilshommes, en courtisans polis. Par le contrôle des pulsions, ne pas cracher, maîtriser ses gestes, avoir le contrôle de son corps, manger correctement, c'est ce qui a permis la paix sociale. Et c'est ce qui les distingue du règne animal. Citation de Norbert Elias dans son œuvre La civilisation des mœurs. Le processus de civilisation consiste en un déplacement de la ligne de démarcation de la pudeur et de la gêne. Ce qui était autrefois naturel devient source de dégoût. Et de la même manière, le rite Li, du Liji, est ce qui distingue l'individu du règne animal. Mais attention, il ne s'agit pas de simple politesse. Là, on parle vraiment d'harmonie avec l'univers. Vous voyez, la Terre tourne avec précision autour du Soleil. Et on sait très bien que si la Terre devait dévier à 1 millimètre près de sa trajectoire, ce serait le chaos. Et bien de la même manière, selon le Li, un faux pas, un mauvais geste pourrait nous désaligner de l'univers. Citation du Liji. Dans le chapitre consacré à la signification des rites. Les rites sont les limites tracées pour l'homme par le ciel et la terre. Sans eux, l'homme ne peut pas savoir où s'arrêter. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'en face du Li, il y a le règne qui correspond à la vertu intérieure. Et les deux sont indissociables. Faire le geste sans avoir l'intention derrière, c'est vide de sens et ça peut être dangereux. Confucius, qui était un philosophe chinois, refusait cette idée selon laquelle on pouvait être bienveillant, on pouvait avoir un fond bienveillant, mais en ayant des gestes impolis. Parce que l'élégance extérieure était une preuve de l'ordre intérieur. L'étiquette ne cache pas la nature humaine, elle la polie, elle l'achève. Et en fait, tout ce concept, c'est vraiment l'idée que si chaque individu occupe sa juste place et effectue le geste juste, la société n'a plus besoin de lois répressives ou de force brutale. Là où la politesse, c'est dire bonjour parce que c'est l'usage, le Li, ce sera je m'incline avec un angle très précis parce que ce geste physique aligne mon esprit sur ma place exacte dans la société et dans l'univers. Confucius écrit dans les Entretiens, se maîtriser soi-même et revenir au rite. Voilà la bienveillance. Si l'on ne regarde rien qui soit contraire au rite, si l'on n'écoute rien qui soit contraire au rite, si l'on ne dit rien qui soit contraire au rite, et si l'on ne fait rien qui soit contraire au rite, alors on pratique la bienveillance. Donc on a Versailles, où on contrôle nos pulsions, et on a la Chine antique, où on s'aligne avec l'univers. Après, vous savez, il y a aussi d'autres cultures pour lesquelles les règles existent effectivement pour éviter le chaos. Claude Lévi-Strauss, un anthropologue, a travaillé justement sur différentes cultures et il a analysé comment des sociétés créent des règles complexes pour éviter le chaos. Et il met en avant le fait que l'étiquette n'est qu'une sorte de grammaire du vivre ensemble. Il y a plusieurs cultures qu'il a étudiées, mais parmi les principales, les Kaduveo. Lévi-Strauss avait été fasciné par leur peinture faciale. Donc pour eux, un visage qui n'était pas peint, qui n'était pas maquillé,
était un visage nu, animal, un peu sauvage. Donc pour eux, le dessin géométrique sur la peau, c'est ce qui les différencie du règne animal. Ensuite, il y a les Bororo, toujours au Brésil. Là, il a plutôt observé la disposition des villages, parce que leur disposition est un rite en soi. Chaque clan a une place précise et on ne traverse pas le village n'importe comment. Et cette organisation sociale assez rigide impose l'ordre et évite le chaos. Lévi-Strauss avait d'ailleurs analysé le fait que si on changeait la disposition des maisons, on cassait leur ordre moral et ordre religieux. Ensuite, il y a les Nambikwara, chez qui il a observé une forme de noblesse dans le dénuement. Il a remarqué que le chef n'avait pas de privilèges dans les biens matériels, mais qu'il avait un devoir de générosité envers le groupe, envers les autres, de générosité et de courtoisie. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ordre, la civilisation n'est pas forcément rattaché à la possession de matériel, mais vraiment rattaché à un comportement et un maintien de l'équilibre au sein du groupe. Et enfin, il a aussi observé les Tupi-Kawaïv en Amazonie. C'est une petite communauté dont il a adoré regarder la mise en scène permanente de la vie sociale. Citation de Strauss dans Triste Tropique: la coutume est ce qui préserve l'équilibre précaire entre l'homme et la force brute de son environnement. Qu'il y a d'autres cultures, je ne me suis pas plus penchée sur la question, puisque là c'est uniquement le travail de Lévi-Strauss, mais il y a d'autres anthropologues et ethnologues qui ont eu à observer différentes cultures, et je pense que dans beaucoup d'autres cultures encore dans le monde, vous pouvez voir même jusqu'à aujourd'hui, que les règles établies sont des règles pour éviter le chaos. Mais alors la question se pose, pourquoi la modernité, ou plus précisément les cultures occidentales modernes, vont voir l'étiquette, les règles d'étiquette, comme une prison artificielle, plutôt que de le voir comme un outil qui permet de transmuter l'agressivité naturelle vers une harmonie collective. Mon opinion à moi, c'est que il doit y avoir une part de responsabilité dans la montée de l'individualisme. Le fait de nous encourager, de prôner constamment le je fais ce que je veux, je suis libre, la liberté, on se focalise chacun individuellement vers une quête d'une liberté fantasmée parce qu'on n'en a pas vraiment une définition claire de ce qu'est supposé être la liberté. De ce que je pense, et c'est encore une fois mon humble opinion, la liberté n'est pas forcément celle qu'on pense être, dans le sens où je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, quand je veux, parce que trop de liberté tue la liberté. Et non seulement la liberté, mais elle tue aussi l'harmonie et le bien-être. Je vous donne un exemple. Individuellement, tous ensemble, on peut s'accorder sur le fait que c'est barbant de nous arrêter à un feu rouge, et peut-être même de devoir s'arrêter à plusieurs feux rouges alors qu'on est en retard. Et ce sens de je fais ce que je veux et j'ai la liberté, ce serait de, par exemple, décider que je ne vais pas suivre le code de la route et que je passerai à ce feu rouge. On peut très bien s'imaginer le fait que si tout le monde le faisait, ce serait le chaos total. Donc les codes de la route peuvent être ressentis individuellement comme oppressants, mais ils permettent une liberté, une harmonie de manière communautaire. Il faut le reconnaître, si nous sommes toujours en vie et sans accident aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un code de la route pour lequel nous-mêmes, individuellement, nous ne pouvons pas échapper. Sigmund Freud le dit très bien, dans Malaise dans la civilisation, la civilisation exige le sacrifice d'une partie de nos penchants agressifs et sexuels, l'étiquette est l'une des formes de ce sacrifice. Si la modernité la rejette, c'est parce que l'individu refuse de renoncer à sa satisfaction immédiate. Et je pense qu'elle est là la différence, c'est que on a dans la tête aujourd'hui que liberté, c'est égal à satisfaction immédiate. Sur le sujet, Lévi-Strauss, quant à lui, a dit, dans le passage de la nature à la culture, ce qui sépare l'homme de l'animal, c'est la règle. Codifier la manière de manger ou de se saluer, c'est affirmer que nous ne sommes pas que des corps biologiques, mais des êtres de culture. La prison, entre guillemets, dont parlent les modernes est en fait le socle de notre humanité. Et il y a enfin le philosophe Byung-Chul Han qui a également fait une analyse sur ce côté individualiste. Il dit dans La disparition des rituels: aujourd'hui, la perception est incapable de s'attarder sur les choses. Elle court d'une information à l'autre, d'une émotion à l'autre. Le rituel, au contraire, est une forme de repos.
Il affirme qu'aujourd'hui, on privilégie l'authenticité narcissique. On fait ce qu'on veut. Or, le rituel ou l'étiquette, c'est un oubli de soi pour pouvoir rencontrer l'autre. En supprimant les codes, on ne devient pas plus libre. Au contraire, on s'isole et on devient agressif. Donc en conclusion, je dirais, plutôt que de voir l'étiquette comme de l'hypocrisie, il serait peut-être intéressant de le voir comme une protection. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Parce que la politesse est une sorte de distance de sécurité qui permet le respect mutuel. Également, plutôt que de voir l'étiquette comme du snobisme, il peut être intéressant de le voir comme un outil d'inclusion. Parce que connaître les codes et les transmettre, c'est se permettre et permettre aux autres de se sentir bien, à l'aise, n'importe où, dans tous les cercles. Et de mettre les autres à l'aise aussi. Maintenant, plutôt que de voir l'étiquette comme rigide, il peut être intéressant de le voir comme garant de liberté. Parce que quand on connaît les règles, on n'a plus besoin d'y penser. Et donc forcément, on gagne en assurance. Et plutôt que de voir l'étiquette comme une source d'inégalité, ou en tout cas un outil qui va soutenir les inégalités, il peut être intéressant aussi de le voir comme de la bienveillance. Parce que si vous regardez bien, les codes privilégient toujours l'invité d'honneur ou les plus fragiles. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelle est votre perception de l'étiquette et j'en profite pour souhaiter un joyeux nouvel an chinois à tous les concernés. À très vite.